Sans nous attarder sur les détails, nous allons décrire un premier programme en C#, comme on le fait depuis la nuit des temps en informatique, pour des raisons que nous venons d'énoncer avant. On va créer un programme en mode console. Donc, on va lancer Visual Studio, la version Express, librement téléchargeable. Nous convient très bien. Alors, on va exécuter le menu Fichier, Nouveau, Projet, Application, Console. On va choisir un répertoire où sera créé le projet. Donc, on va indiquer le champ emplacement. Et on donnera un nom à notre projet, dans le champ Nom. On va cocher éventuellement la case Créer, le répertoire pour la solution. Et voilà, un projet regroupe tous les fichiers nécessaires à la création d'une application. Pour le moment, en ce qui nous concerne, essentiellement, le fichier d'extension CS contenant le code C#. Une solution regroupe plusieurs projets. Pour le moment, et pour quelque temps encore, notre solution ne contiendra qu'un seul projet. Soit prog1 le nom de l'application. Donc, on va indiquer dans champ nom prog1. On confirme évidemment la création du projet par OK. Le fichier programme.cs est alors créé dans le projet. Simplifions-le et ne gardons que les éléments suivants. Voilà, nous avons supprimé les lignes avec namespace et usine. Nous reviendrons bien sûr sur le sujet. Après, nous montrerons comment créer, compiler et mettre au point les programmes. Mais disons déjà que la combinaison CTRL-L permet de supprimer la ligne sous le curseur. Nul besoin d'apprendre longuement les commandes élémentaires d'un éditeur de texte, celui intégré à Visual Studio, à des gens qui s'intéressent au C#. Dans ce chapitre et le suivant, nous nous concentrerons sur l'aspect programmation. Lorsqu'on demande à Visual Studio de créer une application console, il crée un programme apparemment plus complexe, avec un espace de nom, namespace en anglais, qui entoure tout ce que nous avons écrit. On retrouve la fonction main du C++, qui est le point d'entrée du programme. En C#, elle doit cependant s'appeler main avec M majuscule et non main avec M minuscule. C# comme C ou C++ distingue en effet les majuscules des minuscules. En C#, le main doit être contenu dans une classe, peu importe son nom, ici programme, et être qualifié de statique. L'explication sur les mots réservés classe et statique viendra plus tard. Mais les programmeurs C++ devraient déjà se sentir en pays de connaissances. Ce premier programme ne fait encore rien. Il démarre et se termine aussitôt. Nous compléterons progressivement ce programme. Pour l'exécuter, ce qui est inutile encore pour le moment, on va activer le menu Déboguer, démarrer le débogage. Le raccourci pour cette commande est la touche de fonction F5. On peut aussi exécuter le programme pas à pas avec la touche F10, car le débogueur s'arrête à chaque ligne, vous permettant ainsi d'examiner le contenu des variables. Comme en C++, la fonction main pourrait renvoyer un entier, ce qui s'avère utile dans le cas où un programme lance l'exécution d'un autre programme. Celui-ci, en dernière instruction, return, peut en effet renvoyer un code de retour à son père. Le programme s'écrit alors avec un retour 0, point virgule. Nous avons ici renvoyé la valeur 0, mais n'importe quelle valeur entière pourrait être renvoyée. C'est par cette valeur que le programme fils renvoie une information au programme père. Il s'agit là d'une technique, certes élémentaire, de communication entre programmes. La signification de la valeur renvoyée par un programme dépend uniquement de celui-ci. Après, nous verrons comment un programme père peut lancer l'exécution d'un programme fils et récupérer la valeur renvoyée par ce dernier. Le main aussi accepte des arguments qu'on appelle les arguments de la ligne de commande. Et donc on peut écrire avec string tableau args. Nous apprendrons plus loin à retrouver les arguments de la ligne de commande. Pour les programmeurs C++,
signalant déjà que ces arguments se trouvent, pour notre facilité, dans un tableau de chaînes de caractères et non plus dans un tableau de pointeurs sur des chaînes de caractères, comme c'est le cas avant. Tout au long de l'apprentissage du C#, nous verrons que celui-ci va dans le sens de la simplicité et de la lisibilité, sans aucune perte de puissance du langage. La description qu'on appelle la définition de la classe pourrait être terminée par un point-virgule, ce qui est d'ailleurs obligatoire en C++. En C#, on nomme généralement le point-virgule, en fin de définition bien sûr. Il reste néanmoins obligatoire après une déclaration de variable ou une instruction. Peut porter n'importe quel nom, par exemple proc.cs. Le nom de la classe principale est souvent donné au fichier programme, mais cela ne constitue pas une obligation. Après compilation, un fichier prog1.exe est directement créé dans le sous-répertoire bin-debug de l'application. À la fin, on verra comment nous allons analyser le contenu de ce fichier exécutable. Bien sûr, ce programme ne fait rien du tout puisqu'il ne contient encore aucune instruction. Complétons-le alors. Dans ce programme-là, nous allons afficher un message. Il s'agit toujours d'une application s'exécutant en mode console. Dans ce programme, la première ligne, avec la directive usine, annonce que l'on fera appel à des fonctions de l'architecture .NET, fonctions qui sont regroupées dans un espace de nom appelé système. Ces fonctions sont regroupées dans des classes, de quelques-unes à plusieurs dizaines de fonctions par classe. Ces fonctions ont été écrites par Microsoft et plusieurs milliers de classes ont ainsi mis à votre disposition. Pour votre facilité, ces classes sont regroupées dans des espaces de noms, un peu la manière des fichiers qui sont regroupés en répertoire. Les espaces de noms constituent donc un moyen de partitionner les classes dans des blocs distincts mais organisés, selon une architecture tout à fait logique. Ce regroupement en espaces de noms est purement logique et n'intéresse que le compilateur au moment de compiler le programme, le code machine. Le code machine des diverses fonctions dans ces espaces de noms se trouve dans différents DLL, sans qu'il y ait nécessairement une relation directe entre espace de noms et DLL. Le compilateur sait dans quel DLL il peut trouver le code des fonctions, regroupées dans l'espace de noms système. Parfois, les choses ne sont pas aussi simples et il faut alors apprendre. Parmi ces ressources logicielles mises à la disposition des programmeurs figure la classe console, qui englobe les fonctions de dialogue avec l'utilisateur en mode console. Dans ces fonctions, qu'on appelle aussi méthodes, on trouve WriteLine, qui affiche un message dans une fenêtre en mode console. La classe console fait partie de l'espace de nom système. On aurait pu en mettre la directive usine, mais il aurait alors fallu écrire système.console, etc., etc. Il est possible de créer ses propres espaces de noms et ses propres librairies, mais inutile de compliquer trop les choses pour le moment. En tapant cette simple ligne, vous constatez que Visual Studio fournit une aide contextuelle en vous proposant de compléter automatiquement les mots. Lors de l'exécution, notre programme précédent affiche un message et se termine aussitôt, sans même nous donner le plaisir d'admirer le résultat. C'est pour cette raison que l'on ajoute généralement la ligne suivante, comme dernière instruction, parce qu'elle va mettre le programme en attente d'une frappe de la touche entrée. Et donc on ajoutera console.read. Plus loin dans cette vidéo, nous montrerons comment afficher des contenus de variables et comment lire des données saisies au clavier. Mais il y a des choses plus fondamentales à voir avant cela. Un alias peut être spécifié comme clause usine. On peut donc écrire, bien que cela ne soit pas souhaitable, car cela nuit à la compréhension du programme, usine cout égale système.console. Et après, on appellera le cout à la place de système.console. Voilà. Cout est ici choisi librement et n'a aucun rapport avec le cout du C++.